laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile, DJF Audebert, Philippe Rossi. 19h26 sur Sud Radio, bienvenue, comme chaque mercredi soir, c'est devenir plus utile sur Sud Radio. Alors on est là toutes les semaines avec DJF Audebert, c'est la mission que l'on s'est donnée avec vous et avec nos invités, on va vous les présenter dans un instant. Bonsoir mon cher DJF. Mais bonsoir mon cher Philippe, heureux de vous retrouver chaque mercredi, j'ai du mal à me passer de vous maintenant. Eh ben écoutez, c'est très gentil. Allez, une contrepartie à notre présence pour rendre notre monde meilleur. Alors, l'utilité, puisque c'est l'objet de cette émission, c'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. DJF Audebert, quel est le thème du jour ? La société peut-elle se montrer plus utile envers le handicap ? Il serait du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Ils ne sont pas considérés leur juste valeur par une société qui ne leur facilite pas la tâche et qui leur met souvent involontairement des bâtons dans les roues. Problème de recrutement, problème de déplacement, de communication, d'égalité, de fraternité. C'est un peu je t'aime, moi non plus, entre le monde dans lequel ils évoluent et eux. Alors mon cher DJF, quelles sont les questions que l'on doit se poser ? Et de quelle manière la société peut-elle devenir plus utile pour répondre d'une meilleure façon aux attentes des personnes en situation de handicap ? Dans quel domaine y a-t-il des manques flagrants ? Comment y remédier ? Faut-il plus légiférer ou laisser le pas aux bonnes volontés de nos élus qui ne sont pas toujours à la hauteur des attentes ? Enfin, de la part de qui doivent émaner les solutions concrètes ? Alors nous allons répondre évidemment à toutes ces questions avec nos invités que je vous présente dès maintenant. Charlotte Allo, cofondatrice de la société Omni, qui vient notamment de s'illustrer avec la création d'un système d'attache entre une trottinette et un fauteuil roulant. On va en parler. Thomas Grell, fondateur de la société GIB Home, qui adapte la technologie dans tous les domaines pour rendre les handicapés plus autonomes. Dany-Dan Debex est avec nous, auteur de plusieurs ouvrages comme spécialiste de l'hypnose et l'auto-hypnose, et puis il est à la tête d'une école d'hypnose. Dany-Dan Debex. Sébastien Vermandel, responsable veille et conseil autour des thèses au sein de la plus importante association de handicapés, l'association APF France Handicap. Bonsoir à vous tous et bienvenue. Les pavés, ça reste compliqué. Et donc se déplacer, c'est compliqué, de pousser son fauteuil au quotidien. Il y a plein de solutions qui existent pour motoriser son fauteuil, mais c'est des solutions qui coûtent extrêmement cher car elles sont développées spécifiquement pour le handicap. Et là, vous avez eu une idée incroyable avec votre société Omni que vous avez créée. Exactement, on a décidé en fait de hacker un produit grand public, celui de la trottinette électrique. Et l'idée en fait c'est d'avoir développé un système de fixation qui fait le lien entre la trottinette et le fauteuil roulant et qui permet ainsi de se motoriser. Et donc effectivement pour venir, j'ai emprunté les pistes cyclables et comme n'importe quel usager, je me suis déplacée sur les pistes cyclables pour venir jusqu'ici. Et c'est bluffant, honnêtement c'est bluffant. Quand je vous avais arrivé tout à l'heure en studio, c'est vraiment bluffant. Dany-Dan, vous avez aussi eu un grave accident de la route à l'âge de 20 ans. Vous êtes soigné par auto-hypnose. Pas que, évidemment. Pas que, évidemment. À l'époque, quel problème vous rencontriez dans la vie de tous les jours ? Vous êtes resté combien de temps immobilisé ? Moi, j'ai mis 7 ans à être capable de faire 20 mètres sans canne, entre les lits d'hôpitaux, les béquilles, le fauteuil roulant. Et alors, le fauteuil roulant, c'était le regard des gens qui m'agressait le plus, moi. Soit l'indifférence totale, soit, au contraire, on s'adressait à nous comme si on était des petits-enfants, des bébés. Et sauf un jour, il y a un gamin qui devait avoir 7-8 ans qui me regarde et me dit « Elle n'a pas de moteur, ta tondeuse ?» Alors là, sa mère lui a collé une gifle. J'ai dit « Mais attendez, madame, c'est le premier qui me fait rire depuis des mois. » Vous vous rendez compte ? Et ça, justement, il y a même l'humour. C'est très bien vu. C'est hyper important. C'est super important. Et les gens, ne sachant pas quel comportement avoir vis-à-vis de nous, préfèrent regarder ailleurs, faire comme s'ils n'avaient rien vu, rien entendu. Alors, est-ce qu'on peut dire, Charlotte, que vous aussi, vous ressentez ce genre de considération ? Ouais, et puis avec justement la trottinette, ça change complètement le regard des gens sur le handicap parce qu'ils me voient passer avec ma trottinette et ils sont là à me dire mais c'est génial, ça me donne envie de l'essayer et du coup ça change le rapport et les relations qu'on peut avoir avec d'autres personnes qu'on croise dans la rue.
Ça crée des liens. Ouais, complètement. Alors, il y a eu des stages de stimulation, de simulation. Il y avait des élus qui étaient dans le studio juste avant avec Philippe David, envers les élus et aussi envers des populations. Est-ce qu'on peut dire que c'est en se mettant dans la tête d'un handicapé, qu'on peut enfin comprendre ce que ça veut dire être handicapé? Est-ce que ça marche? C'est une solution, ces stages de stimulation, de simulation? Complètement. En fait, Omni, je l'ai créé avec mes 4 associés qui sont, eux, valides, des ingénieurs. Et en fait, avant de créer le projet, ils ont passé plusieurs jours et pour certains, plus de 2 semaines en s'étant accrochés les pieds au fauteuil. Et donc, ils ont vécu l'expérience vraiment à fond. Ils ont pris les transports en commun, ils ont pris l'avion. En soirée, si les toilettes n'étaient pas accessibles, ils se débrouillaient pour se faire porter par les copains ou trouver des toilettes publiques accessibles. En tout cas, ouais, ils ont joué le jeu à fond et c'est là qu'ils se sont rendus compte que, au-delà des difficultés techniques qu'on peut avoir parce que c'est fatigant, il y a effectivement ce changement de regard et des interactions avec les autres qu'il peut y avoir et c'est ça qui les a aidés aussi à comprendre le besoin pour créer une innovation qui y répond. Alors, avant de prendre Thomas Groel qui est en studio avec nous, on va prendre Sébastien Vermandel qui va finir par avoir une crampe du bras avec son téléphone. Comment vous travaillez à l'association de France Handicap pour changer le regard des gens vis-à-vis des personnes en situation de handicap, justement? Sébastien. Oula, c'est une très vaste question parce qu'on travaille sur plein d'axes en même temps. Nous, ça fait très très longtemps qu'on est donc association représentative, donc on milite pour les droits des personnes, en particulier le droit à la mobilité. Et depuis quelque temps, est venu se rajouter d'autres problématiques autour alors l'accessibilité des lieux, c'est souvent une des problématiques qui est mise sur le tapis et qui est cruciale. Ça reste malheureusement un retour en arrière là assez récent puisque sur la partie logement il y a eu un changement de la loi qui a fait que moins de logements sont accessibles par défaut et on le regrette sincèrement. Moins de logements sont accessibles qu'avant. On pensait tous que c'était le contraire en fait. Oui, la loi jusque-là a imposé un certain quota de logements neufs accessibles et malheureusement la loi est revenue en arrière sur le sujet. Et donc dans les logements neufs, il y en a moins qu'avant et c'est bien dommage parce que c'était certes une forte contrainte, certes ça avait un coût, mais c'était aussi une façon de faire de la vraie inclusion, c'est-à-dire d'avoir des personnes en situation de handicap complètement intégrées à la société parce que bénéficiant des mêmes logements que les autres. Vous êtes la plus grande association pour les handicapés en France. Quels sont vos rapports concrets avec les pouvoirs publics? Est-ce que vous sentez une oreille attentive? C'est très délicat comme question parce que... J'aime les questions délicates. Ouais. Alors, on essaie de se faire entendre et sur certains sujets, c'est le cas. Sur d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Les personnes en situation de handicap votent, je le signale pour les responsables politiques. Oui, mais malheureusement, c'est pas suffisant, visiblement. Là, le dernier combat en date qui est difficile à mener, c'est celui de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. C'est une vraie problématique. Les personnes qui vivent en couple, lorsque l'une des personnes est en situation de handicap, c'est les revenus du couple complet qui sont pris en compte pour déterminer si la personne est éligible à l'allocation adulte handicapé. Et du coup, ça entraîne des situations parfois ubuesques où les gens ne se marient pas ou font le choix de ne pas se marier pour avoir des revenus décents. Et ça entraîne aussi d'autres situations, alors encore plus compliquées même socialement, puisque du coup, certaines personnes en situation de handicap sont entièrement dépendantes financièrement de leur conjoint, alors que si par une simple mesure qui consisterait à déconjugaliser l'affectation de cette allocation, on arriverait à des situations beaucoup plus saines dans la vie quotidienne. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand vous envoyez des demandes? Quelles sont les réponses qui vous parviennent? C'est très compliqué. Alors la secrétaire d'État visiblement est très opposée à cette déconjugalisation. Elle est intervenue plusieurs fois à l'Assemblée nationale en s'opposant aux amendements qui avaient été déposés par plusieurs députés pour y parvenir. C'est un sujet
très délicat, mais bon voilà, en tant qu'association, nous on se doit de le défendre parce que c'est particulièrement injuste. Enfin, si on se projette dans la même situation avec des valides, on aurait du mal à supporter qu'une allocation chômage soit attribuée à une personne en fonction des revenus de son voisin, quoi. C'est quelque chose qui est assez compliqué. Thomas Groel, vous avez créé donc Jib Home. On dit Jib. Jib Home, excusez-moi, je suis encore de l'ancienne école. Jib Home. Et justement, on parlait tout à l'heure des logements qui sont de moins en moins accessibles aux handicapés, alors qu'on croyait que c'était le contraire. Et vous, justement, cette société, notamment, s'occupe de la domotique et de rendre les lieux plus accessibles pour que les handicapés soient plus autonomes. Racontez-nous un petit peu la naissance de cette société et où elle agit et comment. Ouais. Donc l'autonomie, effectivement, dans le lieu, il y a l'accessibilité, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur du logement. Et nous, c'est là où on vient intervenir. Donc comme les associés de Charlotte, moi et mon associé, on n'a pas vécu le handicap dans notre enfance, pas autour de nos proches. Et donc on a eu cette approche aussi d'aller sur le terrain pour côtoyer le handicap, comprendre les problématiques et comprendre en gros les besoins. Et de la même manière aussi que l'équipe de Charlotte, on est venu adapter, un peu hacker une technologie qui existe déjà ou un outil qui existe déjà. Donc nous, on s'est concentré sur les objets connectés et sur les applications smartphone pour développer en fait des outils qui vont rendre autonomes les personnes en situation de handicap dans leur logement, notamment donc pour des usages essentiels comme ouvrir la porte, contrôler son lit médicalisé, pouvoir contrôler ses volets roulants, contrôler la télévision, etc. Il faut savoir qu'une personne, quand elle a un handicap moteur, souvent, dans 80% des cas, elle n'est pas en capacité d'interagir tactilement avec le smartphone et on apporte tous les outils pour y accéder et après derrière avoir une application qui va permettre à la personne de contrôler tous ces usages qui sont extrêmement essentiels pour son quotidien et pour qu'elle ait une vie assez ordinaire et qu'elle soit complètement autonome dans son logement. Alors, jusqu'à quel point de handicap moteur ou de handicap cérébral peut-on habiter seul dans un appartement? Alors ça dépend de beaucoup de facteurs. Nous, au niveau de ce qu'on apporte, on peut équiper des personnes avec, par exemple, une maladie de Charcot. Donc, pour les auditeurs qui connaissent Stephen Hawking, c'est, je pense, la personnalité la plus connue avec cette pathologie. C'est extrêmement invalidant. Noirs, notamment, Et voilà, nous, on permet à une personne avec ce genre de pathologie de pouvoir contrôler sa télévision, ses lumières, accéder à son ordinateur, pouvoir contrôler son lit. Alors vivre complètement autonome, c'est pas possible parce qu'il va falloir pouvoir manger, aller aux toilettes. Et là, il y a nécessairement besoin d'aide humaine. Mais au moins, on réduit l'aide humaine à son strict nécessaire sur certains actes essentiels et redonner beaucoup d'autonomie et surtout l'accès aussi à la communication qui est absolument essentiel à des personnes qui en ont absolument besoin. Donc après, selon le handicap, ça va être extrêmement différent. La sécurité, c'est-à-dire que si à un moment donné, ils ont besoin je sais pas, de prévenir quelqu'un, justement, il y a des boutons alarme et quelque chose. Alors ça, c'est un autre sujet qu'on adresse aussi, c'est le côté appel soignant, appel malade. C'est permettre à une personne, quand elle a une problématique, de pouvoir plus facilement accéder à un bouton qui va alerter. Et quand on peut pas bouger de membre ou très peu, il faut qu'on ait un outil technologique assez poussé et très adapté qui permette à la personne de malgré tout la sécuriser. Et c'est là aussi où on intervient. Oui. Charlotte Allou, une dernière question avant la publicité, comme on dit. Comment vous faites, vous, chez vous, concrètement, quand vous êtes à votre domicile, seul, ou j'espère peut-être accompagné, mais quand vous êtes seul, comment vous faites? Ça vous fait peur un peu le domicile quand... Non, moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un handicap qui est pas trop lourd et qui me permet de me débrouiller toute seule. Et donc, je suis autonome depuis pas mal de temps. Et effectivement, il faut un plan de travail généralement dans la cuisine un peu plus bas pour pouvoir cuisiner plus facilement. Mais sinon, j'ai un appartement normal. Danny Dan, très rapidement, justement, avant la pub, comment vous faisiez il y a 20 ans, quand vous étiez, ou 30 ans, quand vous étiez tout seul dans votre appartement, c'était compliqué? Non, moi j'ai toujours été accompagné, j'ai pas eu ce genre de problème. Pas du tout. Par contre, il y a un truc qui me horripile, et j'étais ce matin dans un immeuble où l'ascenseur est au demi-étage. Donc de toute façon, interdit aux handicapés, quels qu'ils soient, puisque il faut d'office monter un demi-étage pour aller dans l'ascenseur. Alors ça, c'est une aberration gigantesque et là, je crois que les pouvoirs publics pourraient intervenir. Parce qu'il en est encore construit aujourd'hui. Merci à tous. Philippe. On va se retrouver dans un instant. Comment devenir plus utile? Comment la société peut-elle se montrer plus utile envers les personnes handicapées? Vous restez avec nous évidemment, Charlotte Allot, Danny Dan, Thomas Grel, Sébastien Vermandel. Vous restez avec nous. On revient dans quelques minutes. Ne bougez pas. À tout de suite. Le
Laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Et nous sommes de retour. Devenir plus utile. Comment la société peut-elle se montrer plus utile envers les personnes handicapées? On en parle, on est là jusqu'à 20h d'ailleurs. Nous sommes toujours en compagnie de Charlotte Allot, cofondatrice de la société Omni. Nous sommes avec Thomas Grell, fondateur de la société Gib Home, qui adapte la technologie dans tous les domaines pour rendre les handicapés plus autonomes. Dany Dan est avec nous, auteur de plusieurs ouvrages comme spécialiste de l'hypnose et l'auto-hypnose d'ailleurs. Et puis Sébastien Vermandel, responsable veille et conseil, auteur de thèse au sein de la plus importante association handicapée, je vous la donne, c'est l'association APF France Handicap. On va demander à Guy, qui est avec nous par téléphone, hein, non pas par Zoom, par téléphone de Paris, de nous donner un peu son sentiment, Guy, sur les problèmes que vous ressentez en tant que malvoyant. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Oui, eh bien il ne se passe pas une seule journée sans que je manque de me faire percuter. Et principalement par des vélos qui ne respectent pas la signalisation du feu rouge, donc l'obligation de s'arrêter pour laisser passer les piétons. Moi, je fais très attention à ne passer que quand j'ai la priorité pour passer. Et il ne se passe pas une journée sans que je manque de me faire percuter. Ça, et puis les patinettes sur le trottoir. Et surtout la nuit. Moi, je suis dans le brouillard. La nuit, je vois quasiment rien. Donc ces personnes pensent qu'on les a vus et on est frôlé par voire même quelquefois percutés. Donc là c'est plus du mauvais comportement de la collectivité, pas de la collectivité individuelle, je veux dire, mais justement au niveau de la collectivité, comment on pourrait envisager d'améliorer votre situation? Moi j'ai un ascenseur chez moi par exemple, maintenant depuis pas mal de temps déjà, mais il y a les étages en braille. Je pense que ça a été une avancée importante. Quelle sorte d'aménagement comme celui-là on pourrait faire? Tous les ascenseurs ne sont pas équipés de cette façon. Il y a beaucoup d'ascenseurs qui ont privilégié le design et le malvoyant, lui, il voit rien du tout. Il ne sait pas à quel étage il se trouve. Donc il essaye de compter les boutons sur lesquels il faut qu'il appuie. Il y a ça, par exemple, mairie de Paris qui pourrait ne plus peindre les potelets qui sont sur les trottoirs pour empêcher les voitures d'accéder sur le trottoir, que ces potelets ne soient plus peints en marron. Il y a juste quelquefois une petite l'extrémité supérieure qui est peinte en blanc et encore. Donc ça c'est pas compliqué à faire effectivement. Ben non, mais parlez-en à la mairie de Paris, vous allez voir comment vous allez être reçu. C'est terrible. Il faut que dans toutes les mairies décident de repeindre ces potelets avec des points fluorescents par exemple. On aurait beaucoup de choses à demander. On aurait beaucoup de choses à dire à la mairie de Paris, donc et puis ça en fait partie. Il y a aussi un civisme à apprendre aux gens. Ouais. Un civisme à apprendre aux gens, aux tout petits déjà, pour leur expliquer ce que c'est qu'un handicap. Et respecter la canne blanche aussi peut-être. Et respecter la canne blanche, bien sûr. Moi, je peux vous emmener à Saint-Lazare, vous verrez, c'est incroyable parce que vous avez une personne qui sort toutes les secondes, qui est éjectée par l'escalier roulant, et je vous montrerai des jeunes qui continuent à regarder leur téléphone tout en sautant par-dessus ma canne. Il faut quand même le faire, ça. Guy, merci de votre témoignage. On vous souhaite, on va essayer de faire avancer les choses. C'est ce qu'on fait dans la mission Devenir plus utile. Et je vous souhaite une bonne continuation et que tout ça s'améliore. On essaie d'y contribuer. Sébastien Vermandel de l'APF, comment vous faites justement pour essayer de pallier à ce genre de situation, de demande avec votre association ? Alors, la circulation sur les voies publiques, c'est quelque chose de très très compliqué pour tout le monde, non-voyant comme le témoignage qu'on vient d'entendre. Mais je pense que Charlotte Kella le confirmera, la mobilité en fauteuil roulant, c'est insupportable. On citait les potelets, mais une poubelle ou un véhicule mal garé, et ça rend tout de suite les choses très compliquées. Alors pour les personnes en fauteuil roulant, mais au final, une personne qui pousse une poussette, c'est la même problématique. Donc nous, l'association fait régulièrement des actions de sensibilisation un peu marquantes. Très souvent, on bâche les voitures qui sont sur les places alors qu'elles n'ont rien à y faire. On vient positionner des fauteuils pour montrer aussi que quand il y a des places réservées, c'est qu'elles sont réservées pour des bonnes raisons. Donc malheureusement, ça passe par des actions un peu, alors pas violentes, mais en tout cas qui font parler.
on va même pas parler du métro parisien, hein, qui est juste une horreur en termes d'accessibilité. Et certaines gares aussi. Et certaines gares qui sont d'ailleurs de plus en plus complexes. Enfin, certains projets d'aménagement qu'on peut entendre, hein, parce que forcément il y a une augmentation des trafics et des flux dans ces gares, mais les transformer en centres commerciaux, par exemple, c'est quelque chose qui rend les choses très compliquées parce que la signalétique est quasiment inexistante ou pas toujours facile à percevoir. Les espaces deviennent de plus en plus grands et de plus en plus complexes avec des flux de gens qui montent, qui se croisent dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'est même quasiment jamais pensé en termes d'accessibilité et d'accessibilité universelle. Alors malgré tout, on va pas être complètement négatif. J'ai pris l'avion il y a quelques jours encore, et le système des aéroports de Paris, pour les personnes en situation de handicap, en tout cas physique, est juste remarquable. On vient s'inscrire, on vient s'inscrire. Charlotte, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, non, pour prendre l'avion, c'est assez bien fait. On peut soit être accompagné à partir de l'enregistrement, ou alors attendre directement à l'embarquement. On nous laisse passer pour la sécurité et tout ça. Non, c'est bien fait. Bon, après, on se fait fouiller systématiquement au moment de la sécurité, mais bon, ça c'est un autre débat. Ça c'est encore autre chose. Dan, comment vous êtes arrivé à vous soigner ? On a raconté votre histoire tout à l'heure, handicapé à l'âge de 20 ans après un grave accident. Comment vous êtes arrivé à vous soigner par l'auto-hypnose, par l'hypnose, en tout cas, vous soignez aussi avec cette technique ? Ben voilà, puisque à l'école centrale d'hypnose où que je dirige, justement, nous avons plein de médecins qui y travaillent et sur le sujet. Et moi, comment j'y suis venu ? Après quelques tentatives de suicide, parce que comme à 20 ans on te dit qu'à partir de là tout est mort, tu n'as plus envie de vivre, et j'ai un copain qui est arrivé des États-Unis, où il avait été en vacances avec ses parents, puis il me dit là-bas j'ai vu des mecs extraordinaires. Vous savez, quand on a 20 ans, tout feu tout flamme. Il était étudiant en médecine. J'ai vu un type, il s'est guéri de la polio par l'hypnose. Ma première réaction, ça a été de lui dire tes conneries, tu te les gardes. Déjà, ma grand-mère voulait m'emmener à Lourdes. Là-bas, je sais qu'on ne ressort pas de la piscine avec 2 pneus neufs, alors ton Ericsson. Et pourtant, il me dit mais si, regarde le petit trou qui est dans le mur là-bas, et tu vas te concentrer dessus. Puis maintenant, tout en regardant le petit trou, tu te concentres sur le plafond. Et moi, j'ai levé les yeux. Il me dit non, tu ne décroches pas ton regard de ce petit trou. Et c'est ta concentration que tu mets en haut. Puis après, quand tu peux pas aller plus loin, tu la mets en bas, puis à gauche, puis à droite, etc. Et à un moment donné, j'ai souri, avec les harnachements métalliques que j'avais, ça se voyait pas. Mais pendant quelques instants, les douleurs avaient disparu, ou presque. Le lendemain, il a recommencé en élaborant son texte, parce qu'il s'appuyait sur des textes en anglais. Et puis, avec ma sœur, avec des amis, on a monté notre petit club, et avec une infirmière, avec un kinésithérapeute, avec un médecin, on a commencé à monter notre petit club, où on a acheté tous les livres où il y avait le mot hypnose dedans. Et puis, effectivement, j'ai commencé à m'améliorer. Et puis, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait vous-même à votre corps ? D'abord, vaincre la douleur. Vaincre la douleur, et c'est une des premières choses que j'ai apprises. Vaincre la douleur n'est qu'un douleur. Ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe en tant que signal d'alarme. Ne dites pas ça à tous les gens non, mais je sais. Qui se tordent de douleur. Oui, mais justement, en quelques jours, on apprend à vaincre toutes les douleurs. C'est à la portée du premier venu. Et c'est ce que j'ai appris, moi. Ça vous est tous arrivé, vous savez, vous bricolez. Le pouvoir de l'esprit sur le corps. Exactement. Vous bricolez, vous filez un coup de marteau sur le doigt, aïe aïe aïe, vous jurez tous les noms d'oiseaux, vous remettez au boulot parce que vous êtes très pressé, vous n'y pensez plus. Et quelques heures plus tard, vous lavez les mains, oh bon sang, ça fait mal ce truc. Vous n'y avez pas pensé pendant quelques heures. Vous avez fait de l'auto-hypnose pendant quelques heures, sans le faire exprès. Eh ben, je peux vous le montrer en un instant. Il suffit, et je vais expliquer comment ça marche. Si vous le voulez. Disons, allez-y, mais vraiment très rapidement. Ouais. Oh là, en auto-hypnose. Il prend une. Je dis clair aux auditeurs qu'il prend une tenaille et il se fait un petit truc dans la main. On ne peut même pas l'arracher. Voilà. Okay. C'est complètement insensible. Donc, pourquoi ? Comment on fait ? Eh ben, vous savez tous vous concentrer sur 2 choses en même temps. M'écouter, par exemple, et regarder. Mais il suffit, par exemple, moi, je me concentre visuellement sur la couleur jaune, parce que je suis fan du jaune, le maillot jaune du Tour de France et tout ça. Visuellement, auditivement, sur le bruit que j'ai entendu autour de moi. Ça m'a fait rigoler intérieurement. Kinesthésiquement, je suis concentré sur la main qui serre en me disant plus je serre fort avec cette main, plus je la sens, plus c'est insensible de l'autre côté. Olfactivement, je pense à mon après-rasage du matin, et gustativement, je pense au goût des fraises. Mais j'ai donc mes 5 sens qui sont tous les 5 occupés à quelque chose. Si bien que je suis insensible, je peux me faire opérer, n'importe quoi. Mais ça s'apprend. Évidemment,
Il faut de l'entraînement. Oui, il faut de l'entraînement, il faut de la concentration, et il faut du temps pour apprendre ces techniques. Justement, vous avez quand même soigné beaucoup de gens en personne de handicap, avec des résultats juste incroyables. Eh oui, j'en ai eu beaucoup, mais attention, pas forcément des guérisons. Vous êtes consulté par le Conseil scientifique mondial aussi. Mais j'étais cet après-midi en conférence avec le Conseil scientifique mondial, enfin le Conseil mondial de scientifique, et où je parlais justement de l'hypnose et de la douleur, justement. Parce que c'est trop délaissé. Depuis 1841, où on a eu la découverte de l'éther et du protoxyde d'azote, on a délaissé l'hypnose qui était pratiquée depuis des millénaires. Elle a été délaissée au profit de pharmacie. Alors que on n'a pas forcément besoin systématiquement de produits anesthésiants ou de produits insensibilisants. Est-ce que on va quand même poser la question, une question essentielle. Je vais faire un petit tour de table et d'invités. Pas Danny Dan, il a déjà assez parlé comme ça, mais je rigole. Je suis bavard. Comment la société Charlotte Allot peut devenir plus utile pour les personnes en situation de handicap? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour vous? Pour moi, ça part de l'éducation déjà. De faire en sorte que on soit plus dans l'inclusion et que dès le plus jeune âge, en fait, on apprend à vivre avec nos différences et que ce soit visible, invisible. En tout cas, la bienveillance et apprendre qu'on a des différences et qu'on a aussi des atouts et donc, dès le plus jeune âge, et faire en sorte que l'enseignement soit accessible à tout le monde, qu'il y ait un accompagnement pour tout type de handicap et vraiment être dans l'inclusion. Thomas Groel, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la société se montre plus utile envers les personnes en situation de handicap? Charlotte a clairement piqué les mots de Babouche. Pour moi, l'éducation, c'est extrêmement important et je pense que tout part de là. Tout à l'heure, vous parliez d'un enfant qui s'était pris une baffe parce qu'il avait une réaction très spontanée et je pense qu'on inculque beaucoup trop aux enfants à mettre les personnes en situation de handicap de côté. Et en fait, il faudrait partir de l'enfant et lui apprendre à quel point la différence est une source de richesse. Nous, on le voit dans le cadre de l'innovation, ça apporte énormément de richesse et on voit déjà des personnes qui ne sont pas en situation de handicap utiliser nos outils et gagner énormément avec ce genre d'outils. Et je pense que c'est beaucoup plus large, donc il faut éduquer les personnes sur ce que peuvent apporter les personnes en situation de handicap dans la société et elles peuvent apporter énormément de choses. Sébastien Vermandel, la même question. Que peut-on faire de plus? Déjà faire preuve de bon sens. Parce que je pense qu'on en manque très souvent. Je reviens à l'anecdote de Danny Dan tout à l'heure sur l'ascenseur à 1000 étages. C'est juste du bon sens. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut généraliser. Et j'utiliserai le même mot-clé que Charlotte. L'inclusion, c'est hyper important. C'est-à-dire, on est encore malheureusement dans une société qui a tendance à exclure les gens différents, alors qu'en fait c'est une richesse énorme. Et Thomas évoquait l'innovation. C'est incroyable le nombre d'inventions qui ont été au départ conçues pour les personnes en situation de handicap et qui s'avèrent utiles à tout le monde. Donc je pense que ça aussi, il faut en prendre conscience. Exemple. La télécommande de votre télé, au départ, c'est une invention pour les personnes en situation de handicap. Merci Sébastien. Malheureusement, on est pris par le temps. Je montre Danny Dan. C'est son école, l'ECH, l'école centrale d'hypnose, et le livre de DJF Audebert, qui est pas mal. Super livre, celui-là. Devenez chaque jour plus utile, mon cher Philippe. Oui, vous avez raison, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, Conscient d'utilité, c'est votre livre. Merci à tous nos invités. Dans un instant, le Loft Music. C'est un tube, ça, vous l'avez reconnu. Bob Sinclair, l'invité d'Yvan Cugius dans quelques minutes. À tout de suite.